Salut tout le monde et bienvenue au podcast IMFC Radio, édition du 17 août 2026. Gavino DeFalco avec l'informateur numéro 1, le gars que je vois plus que mes enfants. Je parle bien sûr de Maxime Trouman. Salut Max, comment ça va? Ça va bien. En parlant d'enfants, j'ai vu ma mère en fin de semaine, elle me dit « Hey, tu blanchis, hein? Tu blanchis. » Fait que j'aime mieux... Salutations à ma mère, mais j'aime mieux te voir. T'as pas 45 ans, là, toi, là. Je vais l'avoir là, au mois d'octobre. Oh my 45, God. Ça s'en vient, on vieillit. Quand on voit Hans Najem se promener dans un stade, là, puis avoir de l'énergie pour 3 games de suite un dimanche, là, où Karine me dit, ça... que je me sens plus vieux. Mais bon, bon. On va commencer par le vif du sujet parce que c'est pas l'actualité qui manque dans le monde du soccer à Montréal. Non. Bon, CF Montréal s'est incliné. C'est pas incliné. Bon, a fait match nul 1-1, mais c'est un match nul à saveur de défaite contre le DC United. On va en a parlé dans la deuxième portion d'émission, mais il faut commencer par la grosse vedette, la grosse signature. La plus grosse signature depuis l'ère Didier Drogba, dans le temps que t'avais pas des poils blancs, mon ami Max. Alexis Sanchez a foulé le terrain du centre Nutrilait pour son premier entraînement. Raconte-moi en long et en large, qu'est-ce que tu as vu ce matin à l'entraînement? Ben, on arrive de là, ça fait pas longtemps que je suis revenu dans ma banlieue de Repentigny. Bref, il n'y avait aucune contrainte. Il a tout fait avec les réguliers. Il a fait l'échauffement, il a fait l'entraînement au complet. Il a été un des premiers arrivés sur le terrain. Je pense qu'il était 2e ou 3e. Et il est resté parmi les derniers. Donc, tu sais, il n'est pas juste venu se pavaner à Montréal puis rien faire. Côté technique, il est 3 coches en haut de la plupart, si c'est pas tous les gars sur le terrain. Les contrôles de balles, etc., c'est à un autre niveau. Et l'autre truc qu'il faut comme noter pour l'instant, j'espère que ça changera, tout le monde le cherche sur le terrain. Là. Peu importe c'est quoi l'exercice, 3v3, pas de trouble, les deux cherchaient Alexis. À la fin, il y avait un 6v6 ou 7v7, on cherchait Alexis Sanchez aussi. Donc ça, c'est bien le fun, ça démontre à quel point il y a un aura dans le groupe, etc. Mais les gars, il va pas falloir qu'ils cherchent partout, tout le temps, puis qu'on devienne Alexis Sanchez dépendant. Il va falloir que les gars en reviennent de jouer avec Alexis Sanchez. C'était quel genre d'entraînement ce matin? Est-ce que t'étais du 6 contre 6? Je pense pas qu'on a fait du 11 contre 11 non. Pour la journée Regen. J'imagine que c'était des petits exercices, des petits ateliers avec des cônes et tout ça. Mais je veux dire, tu l'as dit, j'imagine qu'il dégage une aura lorsqu'il arrive sur le terrain. Déjà, tu sais, on sait que son CV est incroyable. Il a joué dans les plus grandes ligues au monde, les plus grands clubs au monde. Alexis, en passant, c'est SSE. J'espère qu'on va le prononcer comme ça. Je pense qu'il va être bon parce que je pense que tu as sauté un petit peu ta coche hier sur les réseaux sociaux quand tu disais que Alexis Sanchez, pour ceux qui pensent qu'il est fini, prenez votre gaz égal, là, il l'est pas fini. Gav, il a 37 ans, puis c'est pas le même qu'il y a 10 ans. Okay? Que ce soit clair, parce que sinon, il serait pas au CF Montréal. S'il avait 27 ans et il serait à Manchester United encore, Arsenal ou name it, là, il s'en vient à Montréal en fin de carrière. Fait que, oui, il est en fin de carrière. Cela dit, Alexis Sanchez à 37 ans, c'est mieux que Bryce Doak à n'importe quel âge de sa vie, là. Puis c'est mieux que ben des gars qu'on a eu au CF Montréal. Fait que tu sais, c'est comme si, vu qu'il n'est pas 100% de ce qu'il a déjà été, le monde dit ce qui est fini. J'ai trouvé une vidéo de tous ses highlights de l'année 2026, donc de janvier à mai à Séville. By the way, Séville aurait été relégué si Sanchez n'était pas là. Et il y a des gestes de qualité, il y a des passes décisives, il y a des replis défensifs, il y a des tacles, il y a des buts, etc. Il est encore capable d'offrir du bon foot, puis on l'a vu ce matin, il n'est pas fini. Est-ce qu'il est aussi bon qu'il l'a déjà été? La réponse, c'est non. Sinon, je me répète, mais il ne serait pas là. Mais il est encore capable de jouer du gros foot. Puis Gav, juste te donner une idée, là. Au début, ils se font des longues passes en début d'entraînement. Après ça, ils ont pratiqué la finition. Je te rassure, on pratique la finition. Sur les longs ballons, la qualité de ses passes, la qualité de ses contrôles, c'est hors norme. Il n'y a personne dans l'équipe qui est capable de faire ça. Là. C'est même pas si important que ça, mais le ballon reste collé puis la passe est directement sur le pied ou la poitrine du gars devant lui. J'aime ça. En tout cas, je pense qu'il y a un buzz présentement dans la ville et tout ça. Est-ce que tu étais le seul média qui était présent, parce qu'il y a eu une dispo média avec Philippe Lafroy. On n'a pas les clips vidéo, malheureusement, mais qu'est-ce que tu peux me dire sur la dispo média? J'imagine qu'il y avait quelques collègues de travail autour du micro. Ouais, The Ball is Round était là, Félix Lajoie était là pour CanFC, Antonin Bessner puis Nicolas Landry étaient là pour RDS. Je pense que ça fait le tour. Il n'y a pas de médias anglophones, là. Bon, on était quelques-uns, mais on n'était pas, je veux dire, c'était pas méga plein, exactement. Puis, non, il y avait du monde. Je me serais attendu à 2-3 personnes de plus, mais
l'attribution des caméras ou des assignations des journalistes le lundi matin, ça se fait le dimanche. Des fois, c'est compliqué. Ça a été fait à l'avance, etc. Donc, tu sais, il y a du monde comme il y en aurait eu pour un avant-match avec une dispo avec Philippe Lafroy et Thomas Gillier. C'est demain que je m'attends à énormément de caméras. Lucas Saputo, Alexis Sanchez rencontre les médias. C'est sûr que ça va être plein au centre Nutrilite demain. Quel genre de questions tu t'attends à poser à Alexis Sanchez? Je pense qu'il va dire les bonnes choses, il va dire que je suis content de jouer en MLS et tout ça. Bon, c'est un club avec une belle histoire, la CONCACAF, la Ligue des Champions, Montréal, Didier Drogba, etc. Il y a un confrère, un compatriote, Thomas Gillier, un autre Chilien qui joue avec le CF Montréal. Mais quelles questions tu vas diriger à Lucas Saputo, j'imagine? Est-ce que les gens se posent comme question, le magasinage, y est-tu fini? Parce que là, s'il est fini... On a vu des lacunes contre DC United. J'espère que c'est pas juste ça les emplettes cette année, là. C'est la question qu'on va lui demander, c'est sûr et certain. Après ça, on veut savoir comment ça s'est fait aussi. Là. C'est intriguant de savoir comment Alexis Sanchez est débarqué ici. T'sais, ce qu'on m'a raconté, c'est que sa femme russe, c'était plus simple avec le visa de venir au Canada qu'aux États-Unis. Et la tranquillité de la ville à Montréal, ça a joué. Mais j'aimerais ça entendre Lucas Saputo nous raconter un peu ça. Okay. Je sais qu'il travaille sur d'autres produits, pour reprendre l'expression de Philippe Lafroy. Je pense pas qu'il va nous donner tous les détails demain de toutes ces négociations, etc. Mais peut-être, oui, il pourrait nous dire qu'il y a d'autres joueurs qui s'en viennent. En tout cas, ça en prend d'autres. Alexis Sanchez va ramener de la qualité, mais tant que Sinchuk et Streit sont des partants, match après match après match, ça marche pas. Ils doivent mériter leurs minutes et pour l'instant, ils ne les méritent pas. Ils sont bons. Je dis pas qu'ils sont pas bons. Je dis pas que Sinchuk fait pas des bonnes choses, mais ils sont partants semaine après semaine après semaine. À un moment donné, ça prend un peu de challenge. Bon, on a vu Alexis Sanchez à l'entraînement ce matin. Tu me dis qu'il est en forme, mais je pense que les tests physiques le confirment. C'est un gars qui va faire le voyage demain à Columbus puisque le CF Montréal rencontre le Crew mercredi soir. Philippe Lafroy a resté un petit peu avec la porte ouverte, c'est-à-dire je pense pas qu'il va être partant, mais il devrait avoir des minutes en cours de match. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, très très forte probabilité qu'il ait des minutes. C'est ces mots que je reprends. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des vols pour Columbus ou genre de descendre en char. T'es malade. Je sais, mais je pense pas le faire, là, mais en tout cas, je regarde. J'ai appelé Nilton, ça marchait pas. On l'a amené à Ottawa, mais là, ça va être plus difficile là-bas. J'ai appelé un de mes amis qui est partant, mais ça me fait peur. Là. C'est 10h55 d'auto, fait que c'est un peu loin, mais non, je pense qu'il va y avoir des minutes demain, dépendamment de la physionomie du match. Je pense qu'il va y avoir des minutes samedi au stade, donc il reste quelques billets contre le Galaxy. Il en reste pas beaucoup, c'est le fun. Et personne ne l'a vu encore, là. Je te le sors ici, là. Philippe Lafroy, on lui a demandé beaucoup de questions tantôt. C'était le fun, belle dispo média. Tout le monde est dans un vibe le fun, fait que tout le monde parle plus. Et on lui a demandé c'est quoi qui a fait la différence ou c'est quoi qui pourrait faire la différence ou est-ce que Alexis Sanchez pourrait faire cette différence-là. Là, j'ai pas les mots exacts, mais à un moment donné, il a dit c'est une question de détail. Sur une passe, tu prends ton pied droit au lieu de prendre ton pied gauche et on gagne ce match-là. Tu sais, on est parti à rire, on a fait, c'est sûr que parle des c'est sûr qu'un plus un égale, mon ami, Enadi Ghetto Sinchuk, on va en parler tantôt. Ouais. Mais tu sais, Sanchez peut faire cette différence-là, il va prendre le bon pied, ça c'est sûr et certain. Avant de parler, où est-ce que tu utiliserais Alexis dans le 11 partant, disons, contre Los Angeles, le Galaxy, samedi prochain, il y a quand même Wiki Carmona qui a repris l'entraînement avec, je crois, le groupe, c'est ce que tu rapportes sur X. Wiki Carmona, écoute, c'est un très bon joueur. Il allait bien avant sa blessure. On s'est rendu compte qu'on a besoin du gars-là, comme dans le 11 partant, puisque les autres font pas la job, en parlant de Noah Streit et de Sinchuk. Ouais, mais c'était, tu sais, quand Carmona s'est blessé, on m'en avait parlé, fait que quand j'ai questionné le club là-dessus, on m'a rappelé, me le confirmer qu'il était blessé, puisqu'on m'a dit, c'est Mac, j'ai une mauvaise nouvelle, le meilleur joueur de l'équipe est blessé. Puis j'ai dit, voyons donc, il exagère. Non, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Wiki Carmona était... Tu sais, autant quand il jouait au milieu que quand il jouait sur les ailes, il créait de l'offensive, il marquait des buts, tirait de loin, il se battait pour récupérer, etc. Donc, c'est un gars qui va faire du bien. Philippe Lafroy nous a dit de ne pas s'attendre à le voir cette semaine, donc ça veut dire pas à Columbus mercredi et probablement pas samedi contre la Galaxy, mais la semaine d'après, lui devrait faire son retour. Avec Carmona et avec Sanchez, là, c'est pas la même équipe. S'il n'y en a pas d'autres qui se blessent, puis on peut faire un beau schéma tactique puis les faire fitter là-dedans, on va avoir une bien meilleure équipe et qui sait, peut-être un ou deux renforts supplémentaires. Là. Alexis va probablement alimenter le Prince. Prince Owusu qui a des bonnes statistiques depuis le début de la saison, on le sait, mais c'est parce qu'il joue toutes les minutes. C'est pas mon préféré. Je pense pas que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Il est même pas top 10 meilleur joueur de la Ligue. Mais à Montréal, étant donné qu'on l'utilise à toutes les sauces, il y a des bonnes statistiques. Il a marqué en fin de semaine sur penalty.
Penses-tu que le Jello va pogner entre Alexis et Prince ou bien le premier ballon que Prince recevra pas d'Alexis, ça va être les baguettes en l'air, puis qu'est-ce que tu fais là, mon chum? Prince va s'en garder une petite gêne. Là. Je veux dire, c'est quand même Alexis Sanchez. Aujourd'hui, on essayait de voir l'entraînement, mais ils n'étaient pas ensemble. Ou en tout cas, souvent, c'était des plus petits jeux en espace restreint. Je les ai pas vus avoir le même dossard. Donc, on n'a pas pu voir cette relation-là qui pourrait exister entre les deux. Ça va être intéressant de le voir parce que Prince doit accepter la présence d'Alexis Sanchez et doit comprendre qu'il peut être meilleur, lui, Prince, avec Alexis Sanchez pour le feeder. Sanchez, c'est un faux 9, c'est un 10. Il va pas seulement tirer, il va aussi donner le ballon. Donc, si Prince est allumé, il pourrait produire encore plus. Sauf que ça demande à être vu. Il aurait pu avoir cette attitude-là avec Jaime, puis elle était différente. Donc, j'ai hâte de voir la combinaison Sanchez-Owusu. J'espère qu'on mettra Sanchez dans l'axe. J'espère qu'on n'isolera pas Sanchez sur un côté sur le bord de la ligne. C'est plate parce qu'aujourd'hui, il a joué dans l'axe toute la pratique. Tout le monde lui donnait le ballon. Il redistribuait. Il prenait la bonne décision. Je veux le voir dans l'axe. C'est première minute. Rôle central pour Alexis. Tu as répondu à ma prochaine question. J'imagine qu'il va être utilisé comme numéro 10, qu'il va être comme partant samedi prochain contre le Galaxy de Los Angeles. Ça va être magique ce match-là. Je pense que ça va être la meilleure foule de la saison, en tout cas la meilleure ambiance et tout ça. Puisque, on sait, là, si on se projette dans l'avenir, il va jouer une vingtaine de minutes contre Columbus, puis ensuite il va être partant contre... On espère. C'est pas un vol genre de 12 heures, le Columbus-Montréal, donc il devrait pas avoir de problème. Où est-ce que tu le fais jouer si t'es Philippe Lafroy? T'as donné la réponse, tu le mets central dans un schéma 4-4-2 ou bien 4-2-3-1? Ouais, peut-être 4-2-3-1 ou 4-3-3, là, mais tu sais, je me mets 2-8 avec Pereira, et là, Piet joue jamais, là? Il joue plus? Piet n'est pas dans mon 11 partant. Si Sanchez joue en 10 ou faux 9. Je mets Prince en haut, derrière, je mets Sanchez. J'ai deux milieux derrière, c'est Pereira. Et l'autre, ça risque d'être Lautouri ou Longstaff. Je pense qu'on préfère Lautouri. L'homme de fer, qui va peut-être battre le record de Mauro Biello de 70 départs de suite. Tu peux pas le débarquer, là. Il en dit beaucoup sur notre équipe. Tu peux pas le débarquer. Mais je pense que ça va être ça, le plan. Et c'est là que j'ai un mini problème, c'est que ça ramène encore Streit et Sinchuk de facto. Je veux qu'ils méritent leur départ, puis là, ils ne le mériteraient pas. Puis quand Carmona va revenir, est-ce qu'on remet Carmona sur un côté puis on remplace Streit? Il est sur son pied fort pour centrer, non pas pour tirer. Bref, il y a beaucoup de questions. J'ai hâte de voir ce que Lafroy va faire avec ça. Bon, dans le match de samedi dernier, les gens sont partis, je pense, frustrés, puisque la meilleure équipe, ça a été le CF Montréal, aurait dû gagner ce match-là 3-1. Je pense qu'Hennady Sinchuk, avec un peu plus je sais pas, de 100 fois, aurait marqué 2 buts dans ce match-là. Je vois l'action, la première demi, Danny Pereira qui fait une passe là, entre les défenseurs. Il trouve Hennady Sinchuk. Sinchuk avait juste à frapper de la gauche. Malheureusement, il est allé avec une passe dans l'enclave, si tu me permets l'expression. Ça n'a pas fonctionné. Et Sinchuk, une demi-heure avant, je l'observais, là. Écoute, d'un œil averti, je regardais dans la pratique et Sinchuk la mettait dedans de la gauche. Il était impérial. Là, tout d'un coup, dans la rencontre, il se garde une petite gêne, il fait une passe. Là, j'étais comme, voyons donc. Ensuite, il crée des revirements à gauche, à droite, à un contre un, pas capable de tricoter personne. C'est pas mon préféré. Hennady Sinchuk. C'est qui ton préféré? C'est qui ton préféré? Je sens la pression du côté de Philippe Lafroy, OK? Qui voit, les GM regarder ce qui se passe sur le terrain, puis ils disent, on a investi 5 millions sur ce gars-là, fait qu'il a pas le choix de jouer. Mais je suis sûr que si je pose la question en secret à Philippe Lafroy, là, il dirait, regarde, moi, là, Sinchuk, là, t'es un joueur comme un autre. T'es un joueur comme un autre, Max. Par où commencer? Est-ce que recruter Sinchuk était une bonne chose? Je pense que oui. Est-ce qu'on l'a amené trop vite? On donne des rôles trop vite à des gars. Je veux dire, Noah Streit, c'est trop vite. Guboglo, c'était trop vite. Sean Rea, dans le temps, c'était trop vite. Là, c'est trop vite avec Sinchuk. On leur donne déjà un rôle de titulaire indiscutable, ce qui en dit beaucoup sur la hiérarchie. C'est pas normal. Sinchuk est supposé de se battre pour ses minutes, pas de les avoir de facto. J'ai regardé la colonne des statistiques, là. Sinchuk, c'est 27 matchs depuis qu'il est en MLS, dont 20 comme partant. Et il a 2 buts. Un cette année, un l'année dernière. Il y a combien de passes décisives? Il y en a 0. Ben, c'est ça, je te dis. T'en souviens la question que j'avais posée à Philippe Lafroy dans les dernières semaines d'Ivan Aimé, puis il avait dit, regarde, il y a besoin de statistiques, puis t'as posé sensiblement la même question en fin de semaine à Philippe Lafroy, puis t'as répondu la même affaire. Des gars offensifs, ça prend des stats. Des buts, des passes, c'est comme ça qu'on mesure là, justement leur succès dans la MLS. Puis là, pas Streit,
pas d'Escobar, pas de Sinchuk. Nommez-les, c'est 0 plus 0, je retiens 0. Mais t'es jugé sur tes stats, puis il n'y a pas juste les stats, mais elles font partie de l'équation. Quand tu gagnes beaucoup d'argent, quand tu as été acquis par un gros transfert, quand tu as un statut, quand tu es un partant indiscutable, il faut que tu amènes des stats parce que c'est un directeur sportif qui m'avait dit ça, directeur technique qui m'avait dit dominer ne compte pas. T'as beau dominer la rencontre, si tu marques pas plus de buts que l'adversaire, tu gagneras pas. Puis c'est ça qui est arrivé samedi au stade. Le CF Montréal méritait de gagner, mais Sinchuk en a raté 2, Holger en a raté 1,5, Prince en a raté 1. Je me souviens pas mais les gars, ils en ont raté. Il faut marquer des buts et c'est là que je ramène Alexis Sanchez. Il y a la qualité qui va faire la différence dans ce genre de match-là. Tu sais, t'es-tu allé voir le classement dernièrement? T'sais, parce qu'on se battait pour une place 14e. En série avec DC United, 14e. Combien de victoires? 4. 4 victoires. 4 victoires en 19 rencontres. Non, c'est 3 au Stade Saputo seulement et 1 seulement sur la route. C'est pas suffisant. Les gens viennent au stade pour avoir des victoires, pour avoir la cloche qui sonne, pour être fiers quand ils quittent. Là, ça fait des beaux matchs. On les enchaîne, là, les beaux matchs. C'est pas de mauvais matchs. Le CF Montréal était très bon samedi dernier. Et on est encore à 2 joueurs près, je pense, d'aller chercher, faire un bon substantiel dans le classement. Je pense que c'est écrit dans le ciel, là, tu l'as dit, ça va être Prince, Sanchez, Carmona lorsqu'il va arriver à droite et le prochain joueur désigné à gauche. On l'attend, ce gars-là. Avant d'y aller avec Noah Stride, que je pense que c'est une belle expérience, mais c'est pas concluant. Il manque un joueur à gauche. Si tu me dis ton top 4, là, c'est Sanchez avec Prince, Carmona à droite, un gaucher qui est capable d'y aller justement avec une frappe là, enroulée lorsqu'il joue dans l'axe. Moi, j'aime ça. Et à gauche, il manque un joueur. Il manque un autre joueur. Ou t'amènes Carmona à gauche qui peut centrer sur son pied fort. Il l'a fait un match ou deux, puis c'était bien. Puis, tu sais, si Sinchuk marque des buts, j'ai pas de trouble à le laisser à droite. Mais le problème, c'est que, tu sais, le joueur désigné de plus ou le joueur de plus que ça prend, on pourrait se dire, ben non, je regarde ça puis ça fit. OK, mais t'as une blessure, Gavino, puis tu reviens encore avec Stride puis avec Herbert, ce qu'on envoie à l'aile. Ça prend de la profondeur, ça prend du vrai challenge, de la vraie compétition à chaque poste. Tu sais, Daniel Rios, je l'aime bien, mais je veux dire, c'est pas une solution. Danny Pereira, je trouve que c'est une bonne transaction. Bon. Il solidifie le milieu de terrain. Il est capable de repérer des joueurs tant à l'offensive qu'en défensive. Je trouve que c'est une bonne prise. Oui, il a coûté cher, mais il en fallait un parce que je pense pas que la solution, c'est Loturi, Longstaff ou bien Samuel Piette. Rapidement, là, sur Sinchuk, là, le mal du pays, est-ce que ça achève ou je veux dire, c'est pas évident, là. Il est arrivé ici il y a 1 an. Ensuite, son pays est en guerre, il est loin de sa famille. Si tu fait des amis, je veux dire, si tu fait une blonde pendant ce temps-là, il est encore tout seul au monde, Sinchuk? Ben, tu sais, c'est on le vit pas, nous autres, là, mais il y a vraiment de la famille qui se cache des fois parce qu'il y a des bombardements. Puis il y a du monde de sa famille qui sont au front. Puis il y a des amis qui sont au front. Puis il y en a peut-être perdu des amis, parce qu'il y a eu des morts dans cette guerre-là. Là. C'est pas juste des petites vidéos sur X, là, la guerre en Ukraine et en Russie. Fait que c'est sûr qu'il y a la tête encore là-bas. Loshenko est arrivé ici pour justement essayer d'acclimater, de faire en sorte que Sinchuk se sente mieux. Il se sent mieux, mais est-ce qu'il est à 100% mentalement? Est-ce qu'il est encore fragile? Puis c'est pour ça que quand il rate quelques buts, quelques matchs difficiles, mais ça y joue encore plus dans la tête parce que le mal du pays, c'est peut-être une grosse expression, mais c'est sûr qu'il ne se sent pas aussi à l'aise que s'il était chez eux et qu'il n'y avait pas de guerre. Donc, ça joue dans sa tête. En même temps, il est jeune. Je suis allé voir, là, c'est 20 ans, 19, 20 ans. Là, il est arrivé ici à 18. Fait que c'est sûr qu'il faut être patient, mais en même temps, il faut pas aller trop vite. Là, en ce moment, il mérite d'être sur le banc, de regarder un vrai vétéran jouer à l'aile, puis d'arriver pour... si on avait eu un joueur plus percutant, je pense qu'il aurait donné 6 à 9 points de classement au CF Montréal cette année et on serait dans une course aux séries éliminatoires. Présentement, on est 14e. Tu me faisais remarquer sur la galerie de presse samedi dernier que l'Impact a joué avec pas de Québécois sur le 11 partant. Jonathan Sirois a été échangé l'année passée à Dallas, fait très bien. Samuel Piette sur le banc. Oui, puis Sébastien Breza n'était pas le gardien partant, il était sur le banc. On a Owen Gramroach n'est pas rentré. Goboglo est parti, même s'il était ontarien. C'est un franco-ontarien qui a été développé ici, mais il n'y en a plus. De mémoire, il faudrait que tu ailles regarder parce que je te l'ai dit avant la fin du match, mais il y a eu des changements. Je pense pas qu'il y a aucun Québécois qui est rentré. Donc, il n'y en a pas eu ni dans le 11 partant, ni dans les changements qui sont entrés en cours de rencontre. Et à mon avis, c'est un problème. C'est un problème à quel point? C'est qu'on veut reconnecter avec le bassin de partisans, mais on n'a aucun joueur d'ici pour parler aux partisans. Puis moi, je le vois, quand on parle à Philippe Lafroy, qui connaît le marché, qui nous parle en français, « Salut Max, ça va? Oui. » Puis là, on parle, puis il me donne la vraie réponse.
j'ai une bien meilleure discussion que j'ai avec Marco Donadel avant ou avec Hernan Losada ou que j'ai avec, par exemple, Brian Vera quand il sort. No disrespect à tous ceux que je viens de nommer, mais d'avoir du monde d'ici et qu'on est capable de parler, ça aide pour nous, puis ça aide pour les partisans aussi à s'identifier à l'équipe. C'est un petit problème. Puis l'autre truc, Gavino, à chaque fois qu'il y a une grosse histoire, qu'est-ce que tu me dis? Il faut qu'il sorte Samuel Piette, il faut qu'il sorte cette... Ben oui, mais c'est le seul. J'aimerais ça qu'on sorte d'autres mondes aussi. On n'en a pas des Québécois qui ont des minutes avec ce club-là. Philippe Lafroy, je trouve qu'il fait un excellent travail. Tu veux me parler du futur de Philippe Lafroy? Je veux dire, je pense pas que... En tout cas, j'espère qu'il sera pas jugé avec cette saison-là rocambolesque, c'est-à-dire tu as joué avec pas de joueurs désignés pour la plupart de la saison. Il y a eu du chambardement, il y a eu des joueurs qui ont quitté, il y a des mauvais contrats qui sont partis. J'espère que Philippe Lafroy aura sa chance dans la saison sprint la saison prochaine, puisque là, on lui a donné un joueur désigné, puis bon, il y a certains joueurs blessés qui reviennent au jeu. Pour moi, Philippe Lafroy, présentement, essaie de soutirer le maximum de son équipe, des matchs nuls à saveur de victoire en guillemets. Là, on méritait un meilleur sort, les joueurs sont juste pas capables de finir. Mais pour moi, Philippe Lafroy fait un excellent travail depuis qu'il est arrivé à la barre de l'Impact. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi à 100%. C'est un coach cohérent. C'est un coach qui nous dit... Puis après, ce qu'on voit sur le terrain, c'est la même chose. C'est un coach que si je te montre 4 matchs du CF Montréal, ça va se ressembler parce que l'identité, elle est claire, puis les joueurs l'achètent, les joueurs comprennent ce qu'on veut. On change pas le système et les principes de jeu à chaque match parce qu'on joue contre telle formation ou telle équipe ou quel style d'adversaire. Mais on l'a dit pour Sinchuk, on l'a dit pour Jaime, on l'a dit pour Streit, on l'a dit pour tout le monde. Les stats font foi de tout. Puis, malheureusement, Philippe Lafroy n'a pas des bonnes stats comme coach. Il mérite de rester. Oui. Et c'est pour ça que j'espère voir le club faire une run pour faire les séries, pour finir sur quelque chose de positif puis qu'il puisse rester. Parce qu'il n'était pas qu'il n'était pas censé revenir, mais on a parlé avec David Ancelotti. On était prêt de s'entendre avec David Ancelotti. On était surpris parce qu'il est allé à Lille. Il parlait un peu à Lyon. Mais si Ancelotti dit oui puis il n'y a pas d'autre offre après la Coupe du Monde, c'est à Montréal qui vient, c'est pas en France. Fait que, tu sais, est-ce qu'on aurait gardé Philippe Lafroy là-dedans? Peut-être. Mais mon truc, c'est que laissons-lui la chance. Il est un bon coach et pour l'instant, tout est structuré et cohérent. Puis j'espère qu'on alignera les 3 points parce qu'on mérite un petit peu plus de points qu'on a en ce moment. Les négociations avec le Stade olympique. Bon, le CF Montréal qui est condamné à jouer dans l'éléphant blanc, on le sait. Un stade qui va coûter environ 1,5 milliard après avoir fait toutes les rénovations, le Extreme Makeover. Move that boss, à peu près, là, comme dans l'émission. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les négociations présentement entre le stade et le CF Montréal qui devrait être le principal locataire de cette enceinte-là qui nous a coûté, un bras et une jambe depuis 50 ans? Ouais, ce qu'on me dit, c'est que les communications sont bonnes. Les négociations sont entamées. Officiellement, on s'est parlé. C'est le Parc olympique qui gère d'un côté. Bien sûr, le Parc va aller voir la ville, le gouvernement après. Puis de l'autre côté, c'est le CF Montréal. Je ne sais pas qui est à la table pour le CF Montréal. On peut penser que c'est Gabriel Gervais qui est là. Donc, Gabriel Gervais, le Parc olympique, on parle. Tu sais comment ça marche des négos. La première offre, là, tu le vois souvent en arbitrage dans le sport, les 2 offres et la demande sont tellement éloignées un de l'autre qu'on se rejoint souvent au milieu. Pour l'instant, le CF Montréal aimerait s'engager pour 5 ans, selon mes informations, au Stade olympique. Et le Parc olympique aimerait que le CF Montréal s'engage pour 20 ans. 5 ans seulement? Ben, on essaye. Je veux dire, c'est quoi l'objectif du club après 5 ans? En fait, c'est de ne pas se menotter. C'est que si ça ne fonctionne pas, on ne veut pas être pris là 7 ans, 8 ans. Je pense que ça va fonctionner. Puis eux autres, j'espère que fondamentalement, profondément, ils pensent que ça va fonctionner. On n'a pas d'autre choix. Je veux dire, c'est quoi le plan B? Il n'y en a pas d'autres. Mais il n'y en a pas ni pour le CF Montréal, ni pour la ville. Je veux dire, si le gouvernement, le Parc olympique ne font pas du CF Montréal un locataire, on est en train de rénover quelque chose pour rien. Donc, je pense que les deux ont besoin chacun de l'autre. Je pense qu'on s'entendra probablement sur une entente d'à peu près 10 ans. Tu sais, on risque peut-être 10-12, je sais pas. C'est pas fait, là, c'est ma spéculation. Là. J'espère qu'il va y avoir des clauses échappatoires pour le CF Montréal. J'explique. Disons là, que bon, les 5 prochaines années, c'est une catastrophe, le calendrier hivernal. Il y a des estrades vides partout dans la MLS.
peut-être que genre la Ligue va reviser cette décision-là, puis va revenir à un calendrier estival. Tu sais, on voit là qu'avec Apple, ça n'a pas fonctionné. On va revenir probablement sur le câble dans 2 ans. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien pour acquis présentement dans la MLS. Pour moi, le calendrier hivernal en Amérique du Nord, je me gratte la tête encore une fois, puis je me dis, je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, c'est pour ça que les fins de show, c'est les meilleurs, Gab. Je te confirme. Ouais. Je te confirme que il y a des matchs qui vont peut-être 14, peut-être plus que 14, mais il y a des matchs qui vont être encore à la télé, puis je te confirme qu'on regarde un peu partout. Tu sais, le CF Montréal, là, c'est avec RDS, mais ça pourrait être TVA Sport qui revienne dans le portrait. Ça pourrait être un streamer autre. Je ne sais pas si Apple, on peut sortir du deal. Ça pourrait être d'autres choses, mais on est déjà en train de préparer l'après deal comme il est en ce moment chez Apple avec RDS pour 14 games. Je pense qu'on va garder le calendrier hivernal, par exemple. On ne bougera pas de ça. Je pense qu'il y a plein de dossiers. Je voulais te parler du Stade Saputo. Ouais, vas-y. On fait quoi avec le Stade Saputo, Gavino? C'est sûr que le naturel, ça va être venez encourager les Roses et le Supra, un programme double. Ouais, c'est-à-dire, le Supra joue à 4 heures, puis les Roses à 1 heure, puis c'est les billets 2 pour 1, puis let's go. Okay, tout le monde, la moyenne aux Roses, c'est 3-4 000. C'est peut-être même 2500, je sais pas. Puis la moyenne au Supra, en ce moment, c'est 1500, peut-être 2000. Okay, je comprends. C'est pas évident aller au Stade Boréal. Je veux dire, t'en souviens-tu, les premières foules au Sepsum, comment ça fonctionnait, le Supra, je pense, les 2-3 premiers matchs, on voyait quand même de l'engouement. Et là, au Stade Boréal, j'y vais quand même assez régulièrement. C'est pas évident de se rendre là en transport en commun. Moi, je pense que c'est un naturel. Je pense que ces deux clubs-là vont déménager dans un stade adéquat au Stade Saputo. Tu as raison, mais en même temps, est-ce qu'on va faire x10? Si on a 1500, on aurait-tu 15 000 au Stade Saputo? Moi, je te dis, les Roses, en ce moment, c'est pas la folie, les billets. Là. On m'a dit 3, 4, 5 000 pour leur match en 2 semaines. Puis c'était plus 3 que 5 000. Fait que, dans un stade de 19 000, ça va être difficile à remplir. Puis est-ce qu'on est capable d'avoir ces foules-là de façon régulière? J'ai un doute. Donc, moi, mon call à moi, quand je parle à des gens puis je pose des questions, autant les Roses que le Supra, mais surtout le Supra aimerait revenir sur l'île de Montréal. Ça, le Supra, je pense qu'ils s'en cachent pas. Ils aimeraient. Là. Ils sont corrects où ils sont, mais ils aimeraient revenir à Montréal. Claude Robillard, c'est pas prêt avant 2029. On ne sait pas ce que ça va avoir de l'air. Il y a besoin d'autres rénaux sur la galerie de presse, etc. Le Stade Saputo, s'il est trop grand, est-ce qu'on le rapetisse un petit peu? Puis on a besoin d'espace pour faire un hôtel entre le Métrovio, Star City, Stade Saputo. Est-ce qu'on peut rapetisser un peu les estrades du Stade Saputo, mettre une très, très bonne surface synthétique, comme ça on n'a plus besoin de s'occuper de la pelouse et du gazon et d'en faire un stade de 5, 7 000, 8 000, ça se peut. Et l'autre truc, c'est en ce moment, le terrain appartient au gouvernement, mais le building, le métal, appartient au Saputo, au CF Montréal, qui sont sur un bail amphiotique. Fait que, tu sais, qui va garder ça? Est-ce que Joey, à un moment donné, va faire correct? Le deal avec le stade me plaît. Moi, je vous redonne le Stade Saputo. Faites juste comme il est à vous, autant le building, le terrain, peu importe. Et là, le Parc olympique va décider de jouer avec ça. Moi, c'est mon call. On m'a pas dit que ça allait être ça. Mais j'ai un maudit bon feeling que. Non, mais il faut que c'est. Il gérera pas le Stade Saputo encore des années. Mais il faut trouver un moyen pour que ces deux clubs-là, je parle des Roses et du Supra, qui reviennent dans le 5-1-4, parce que dans le 15-5-0, là, je pense qu'on se prive de revenus importants. Mais je crois que la CPL ne veut pas jouer sur des terrains de football avec des lignes, un peu comme au Sepsum. Et hier, lorsque je regardais le match du Fire de Chicago, on voyait le logo des Bears de Chicago au Soldier Field avec des lignes de football. Il est au 50, au 40, au 30. C'est à peu près ça, je te dis. En tout cas, ça fait dur. Faut parler du FC Supra. Le FC Supra qui, malheureusement, s'est incliné hier contre l'Atlético Ottawa. Un match qui a commencé à midi. On s'est couché tard, Max, samedi. On s'est levé de bonne heure dimanche pour aller au Supra. Le Supra qui menait 1-0 tard dans la rencontre. Et malheureusement, Ottawa qui est revenu avec 2 buts sans réplique là, tard dans le match. Une défaite qui fait mal puisque c'était un match capital, un match de 6 points. Si le Supra l'emportait, se rapprochait à 3 points des séries et d'Atlético. Malheureusement, c'est le contraire qui est arrivé. Défaite contre Ottawa. Là, tu te retrouves à 9 points d'une place en série avec 12 matchs à faire. On vient juste justement de raccrocher avec le coach Nick Rezaghi. Il n'a pas dormi de la nuit. C'est ça qu'il m'a dit tantôt en conférence de presse. Une défaite qui fait mal. Ouais, ben c'est plate parce que c'est le même scénario qui se reproduit. Puis dans la conférence de presse d'après-match et dans celle d'avant-match, parce que le Supra joue dans 2 jours à Hamilton, Nick Rezaghi a dit la même chose. On donne la liberté à nos joueurs, mais on veut qu'ils défendent aussi. Puis c'est un peu ça l'équilibre à aller chercher entre
on encourage le jeu offensif, on encourage la création, l'improvisation, on monte nos latéraux hauts, nos milieux, on les veut hauts, tout le monde est haut, mais on veut que tout le monde défende bien aussi. Des fois, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et là, ça fait quelques matchs là, que le Supra mène et il y a une égalisation tardive. Là, c'est pire. C'est une égalisation tardive puis un but gagnant dans les arrêts de jeu. Bref, c'est un scénario qui se répète. Mais le Supra offre du beau foot. Encore une fois, c'était un beau spectacle jusqu'à ces dernières minutes-là. C'est crève-cœur. Mais c'est un foot qui est un peu trop boudé parce qu'il est à Laval. Mais Colin, que c'est un beau foot à regarder. Ils ont frappé à la porte à plusieurs reprises. Le gardien de l'autre côté a fait la job. Emla, bon, il a marqué. Ensuite, je pense qu'il a frappé le poteau. Sean Rea est allé d'une coupe de frappe dangereuse. En parlant de Sean Rea, il va très bien. Il a 24 ans. Et là, il y a des rumeurs qui pourraient être transférées au niveau supérieur, c'est-à-dire en MLS. Mais tu me disais... ça serait pas nécessairement l'Impact de Montréal qui serait réintéressé à Sean Rea. Tu peux-tu m'expliquer un peu ce dossier-là? Je sais qu'il y a au moins une équipe de la MLS qui a appelé l'agent de Sean Rea pour connaître ses intentions. Je sais qu'il y a des équipes européennes qui ont appelé l'agent de Sean Rea et je sais que le Supra et l'agent de Sean ont convenu qu'on termine la saison ensemble, on verra par la suite. J'ai demandé au CF Montréal si c'était eux qui étaient intéressés à Sean Rea. Bien entendu, ils m'ont pas répondu, puis c'est correct. Je veux dire, c'est leur... ils sont pas obligés de tout me dire, en fait. mais de l'autre Sean Rea pourrait jouer avec l'Impact, je te dis tout de suite. Pourrait jouer avec l'Impact, là. Il est meilleur... Non, mais si Bryce Duke a joué 5 ans à Montréal, puis il a eu toutes les breaks, Sean Rea est supérieur à Bryce Duke. Je referme la parenthèse. Ça n'arrivera pas parce que... le CF Montréal, quand il laisse partir un joueur, c'est rare qu'il le ramène. Ça s'est pas arrivé souvent. Le Canadien l'a fait là, pour faire un lien avec le hockey, mais le CF Montréal ne le fait pas souvent. L'autre truc, c'est qu'on payerait un frais de transfert pour aller chercher un joueur qu'on a laissé partir gratuitement et pour qui on a payé le développement quand il était à l'académie. Ça n'arrivera pas non plus. Et je pense que c'est une autre équipe de la MLS qui a appelé, qui a un système ou un schéma tactique où on a un 10 plus libre sur le terrain. Ici, on est un peu moins libre au milieu. On a plus de principes de jeu un peu plus rigides. Donc, Sean Rea doit faire attention, tomber dans la bonne équipe avec un bon schéma tactique, avec des bons principes de jeu qui lui collent, avec un coach qui a le goût de travailler avec lui. Ce qu'on me dit, c'est que c'est pas le CF Montréal. Ça pourrait toujours changer. Je mettrais même pas 50 cents là-dessus. Mais bon, je garde une porte ouverte, ça pourrait toujours changer. Parlant du FC Supra, je trouve que je suis un petit peu déçu de quelques joueurs, dont David Chouanière. Je pensais qu'il était plus percutant que ça. Je pensais qu'il y aurait eu plus de stats que ça à ce stade-ci de l'année. Et Clément Bahia, que, disons, je l'ai convoité avec l'Impact de Montréal en 2019 et tout ça, il était voué un bel avenir. J'imagine que, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec le FC Supra. Il est-tu entre deux chaises? Il est-tu mal utilisé? Il y a beaucoup de vitesse, mais on dirait qu'il n'est pas étiqueté joueur offensif ni défensif. Un petit peu déçu de sa performance. Qu'est-ce que t'en penses? On va applaudir Sean Rea, on va applaudir Loïc Ouimet, on va applaudir Mathis Chrétien. Il y a beaucoup de joueurs qu'on applaudit, mais à l'inverse, il y en a d'autres, tu as raison. David Chouanière, dans un système plus free, plus libre, plus improvisé qu'à Hamilton, on dirait qu'on le voit moins connaître du succès. C'est un petit peu plus difficile pour lui. Même chose pour Aboubacar Sissoko, soit dit en passant. Ouais. Je m'attendais à plus des deux. Ils n'ont pas des mauvaises saisons, mais je m'attendais à plus de ces deux gars-là. Oussama Bouganmi est un autre gars que je m'attendais à plus. Clément Bahia, on me l'avait dit avant le début de la saison. C'est un gars qui est juste pas assez offensif pour être un ailier productif et percutant. C'est un gars qui est juste pas assez défensif pour être un bon défenseur latéral fiable. C'est un gars qu'on aimerait entre les deux, un genre de piston, mais c'est pas un schéma tactique qu'on a en ce moment chez le Supra. Donc, on le fait jouer plus haut, mais on est conscient que son jeu offensif est pas le plus dangereux. Cela dit, les efforts sont là, les récupérations de balles sont là. C'est un bon coéquipier, mais malheureusement, il n'y a pas de fit en ce moment dans le schéma de Nick Razagui. Et le FC Supra qui est présentement en plein mercato. J'ai posé la question tantôt à Nick Razagui à savoir est-ce qu'on essaye d'aller chercher le meilleur joueur disponible ou bien on essaye de recruter par poste. Ça a été une réponse un petit peu vague et tout ça, mais on a besoin quand même de renforts. Là. Je trouve que le club est pas mal assez jeune en défensive. Là, Mathis Chrétien qui va manquer le prochain match dû à un carton rouge. Ça sera pas facile contre Hamilton. Moi, je sais pas si, encore une fois, l'idée d'aller chercher seulement des joueurs 100% québécois, ça va perdurer dans le temps. Mais si tu as la chance d'aller chercher un bon joueur, pourquoi pas, là? Il faut que ça perdure parce que c'est l'identité que tu t'es donnée. Tu peux pas la changer
un an après. Puis, tu sais, si la CPL, la rumeur est vraie qu'ils vont débarquer à Québec, ben tu veux garder l'identité que tu t'es déjà donnée puis que tu as fait la une dans plein de médias. Tu peux pas la changer tout de suite. Donc, je pense que ça va perdurer. Tu as raison, en défense centrale, ça va être difficile. Ismaël Yehar est blessé. Puis là, Chrétien est sur rouge. Fait que dans 48 heures, je sais pas ça va ressembler à quoi la charnière centrale. Ça risque d'être Sacha Deslandes puis... Keyshawn Ferdinand. Keyshawn Ferdinand, exactement. Merci, Gav. Mais tu sais, c'est pas top. Moi, c'est bon, là, mais je veux dire, c'est pas top niveau au CPL. Moi, je vais y aller avec ma prédiction. Yann Toilly va jouer pour le Supra l'année prochaine. Je ne sais pas s'il va jouer là, dans ce mercato aussi, mais il va être là l'année prochaine. Thomas Meyer-Giguère va être un des 2 défenseurs, puis il va jouer quasiment toutes les minutes de l'année en défense centrale l'année prochaine. Jefferson Alphonse va être avec le club aussi. Et Balou Tabla va être là. Ça fait 4 noms, je te donne. Au pire 3 sur 4, là. Okay. Mais c'est 4 gars que j'entends beaucoup trop parler alentour du Supra pour qu'il n'y en ait pas au moins 3 sur 4 qui soient là l'année prochaine et peut-être même 4 sur 4. Donc, ce qu'on voit cette année, c'est-à-dire un peu un manque de profondeur, puis des fins de match plus difficiles à défendre, puis une jeunesse, puis beaucoup de semi-pro, etc., je pense que ça va être différent l'année prochaine. T'avais-tu d'autres choses? Parce que c'est quand même assez complet comme émission. Moi, je te donne rendez-vous, Max, devant ta télé mercredi à TVA Sport 2. Parce que je vais décrire la rencontre, le FC Supra contre Hamilton, mais je pense que l'Impact joue en même temps contre Columbus, donc ça sera pas évident. J'espère que tu as ton écran d'ordinateur et ta télé de merger ensemble. Là. Écoute, comme je te dis, là, je pense peut-être faire le déplacement à Columbus. Là, fait qu'on verra. Je pense qu'il n'y a même pas de vol direct Montréal-Columbus. Il n'y en a pas. Il y en a un de Burlington, il y en a un de... En tout cas. Mais je pense pas y aller, mais on verra. C'est encore là un mercredi soir. On verra. On parle à Luca et à Sanchez demain, puis je prends ma décision après. Voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Au nom de Maxime Truman, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt pour un autre podcast IMFC Radio. Écrivez vos commentaires en bas de l'écran si vous avez aimé ce show. Ciao Max. Yes.